Bonjour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bonjour. On espère que vous allez tous et toutes bien. On va laisser arriver nos participants et nos participantes, prendre une ou deux petites minutes d'accueil et puis on pourra commencer cette session par un tour de présentation. Bienvenue à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Ravie de vous retrouver ce matin avec le soleil à Nantes. Bienvenue à vous. On va patienter quelques instants, le temps d'accueillir tous nos participants et nos participantes. Vous avez été nombreux et nombreuses à vous inscrire pour cette session. Donc, on en est ravis. J'espère que vous allez bien. Et donc, j'espère que nous aurons des échanges actifs pendant cette session. Parce que le but, c'est aussi de vous donner la parole pour poser vos questions. On attend encore une minute et puis on va commencer. On continue d'accueillir les participants et participantes. Bienvenue tout le monde. Donc je vais commencer. Donc un petit mot d'introduction avant de faire les présentations. Donc pourquoi est-ce qu'on a voulu organiser ce webinaire? On sait aujourd'hui effectivement que le sexisme et les violences sexuelles sont encore très présents dans les entreprises, mais aussi dans la société. Les agissements sexistes ou sexuels proviennent à 48% de collègues dans le monde du travail. C'est une étude récente d'Équilibre et d'Opinionway qui date de décembre, qui révèle ces chiffres. Et donc, avec Mixity, effectivement, on est sollicité par nos clients pour les accompagner sur ces questions de prise en compte du sexisme et des violences sexuelles au travail et de comment trouver les ressorts et les leviers pour sensibiliser, former, accompagner sur ces questions. Et donc, on a voulu, pour cette session, vous partager des éléments concrets, des bonnes pratiques et vous donner la parole à notre invitée que je suis vraiment ravie avec Alma d'accueillir aujourd'hui pour cette session. Donc, Anne-Laure Astier-Bernardin pour la Caisse d'épargne Normandie. Anne-Laure, bienvenue. Je vous laisse vous présenter et puis ensuite, on laissera la parole à Alma pour se présenter. Merci beaucoup Sandrine. Effectivement, je suis aussi ravie d'être parmi vous. Donc, je suis Anne-Laure Astier-Bernardin, directrice des affaires sociales à la Caisse d'épargne Normandie. Et donc, j'ai notamment en charge dans mon périmètre les sujets de développement, d'impact et d'égalité professionnelle. Et voilà, nous sommes une entreprise très engagée dans le domaine depuis plusieurs années maintenant. Donc, j'ai à cœur de partager avec vous nos bonnes pratiques et puis, pourquoi pas, de prendre aussi vos idées pour la suite. Merci beaucoup, merci d'être là parce qu'effectivement, on accompagne la Caisse d'épargne Normandie depuis 2022 maintenant. Et donc, vous avez fait aussi de nombreux progrès et vraiment été très dynamique dans vos engagements sur ces dernières années. Et donc, les résultats de Mixity l'attestent. Et donc, je laisse la parole à Alma qui va se présenter. Merci Sandrine. Bonjour tout le monde, merci pour votre participation. Je suis Alma et je suis responsable communication et marketing chez Mixity. Et je serai la community manager de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On aura un temps dédié à la fin pour y répondre. Et au cours de ce webinaire, je vais lancer des quiz qui vont être affichés dans la barre de chat. N'hésitez pas aussi à participer. Merci, bon webinaire. Merci à vous. Et donc, juste pour me présenter en deux mots, donc je suis Sandrine Charpentier, je suis CEO et cofondatrice de Mixity. Et donc, je suis ravie d'animer ce webinaire aux côtés d'Alma et d'Anne-Laure ce matin.
En 2 mots, Mixity, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, donc Mixity, c'est une plateforme digitale RH qui permet de mesurer et de développer son empreinte sociale, sa responsabilité sociale au travers des questions de diversité et d'inclusion. Et donc pour cela, on a développé un certain nombre d'éléments, d'outils et de services associés pour aider les organisations à structurer leur parcours et leur chemin vers l'inclusion avec des solutions digitales de mesure qui permettent de faire des audits et des sondages sur des questions de diversité, d'équité, d'inclusion, de responsabilité sociale, des outils et des activités de conseil et de formation pour accompagner aussi les enjeux au quotidien de nos clients, et puis un certain nombre de ressources et de solutions partenaires qu'on propose également sur notre plateforme pour donner des clés concrètes pour agir, parce que le but de Mixity, évidemment, c'est d'accompagner de façon concrète la transformation RH vers davantage d'inclusion, et donc on met toutes les ressources nécessaires pour cela. Je vais passer la parole directement à Alma qui va vous proposer un quiz avec des questions. Exactement, donc j'ai lancé à l'instant des quiz avec des exemples de situations courantes dans l'entreprise. Donc n'hésitez pas à y répondre pour démarrer notre webinaire et pour participer activement afin de mieux comprendre le sexisme, la violence sexuelle et la différence entre ces deux termes. Donc le quiz va être affiché à l'instant. À vous de jouer. Vous avez un petit peu de temps pour répondre aux questions. On commence à avoir des tendances qui émergent. J'espère que vous avez pu répondre. Je vais du coup vous partager les résultats. Donc, on a 72% qui ont répondu harcèlement sexuel et 19% qui ont répondu violence sexuelle. Et du coup, ce n'est pas la bonne réponse. Effectivement. Donc, la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la violence sexuelle. Voilà, c'est la violence sexuelle. Est-ce que tu veux passer le deuxième quiz? On va peut-être présenter ça après. Et voilà le deuxième quiz qui va être affiché. N'hésitez pas à répondre. Là, on a des réponses assez affirmées. Vous allez découvrir dans quelques instants les résultats. Je vais partager les résultats. Donc 100% ont répondu c'est du sexisme. Ce qui est la bonne réponse. Oui, exactement. Bravo à vous. Bravo à vous. Donc effectivement, il y a toujours un petit peu de confusion sur les différentes définitions liées à ces questions de sexisme, de violence sexuelle et sexiste et d'agissement sexiste. Donc, on vous propose 3 petits éclairages sur ces notions, parce que c'est important aussi de bien avoir en tête en quoi consistent ces enjeux. Donc, les agissements sexistes, donc là, vous avez un exemple ici, avec le fait qu'on est sur un agissement qui est lié au sexe ou au genre d'une personne. Donc, on a ce petit exemple, tu ne vas pas fléchir quand même, t'es pas une gonzesse. Donc là, on porte atteinte à la dignité, on crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Le harcèlement sexuel, ce sont des propos ou des comportements qui peuvent être à connotation sexuelle ou sexiste répétés. Donc ça, c'est vraiment la nuance qu'on peut avoir sur la question du harcèlement. L'agissement n'est pas dans cette approche de comportement ou d'attitude répétée.
Et donc, encore une fois, on porte atteinte à la dignité en créant une situation qui peut être vraiment intimidante et discriminante pour la personne concernée. Et l'agression sexuelle, donc là, on est sur du contact avec violence, de la contrainte, de la menace ou même un effet de surprise aussi qui peut vraiment avoir un impact fort sur la santé mentale des personnes concernées. Et donc, il est important de rappeler qu'effectivement, le consentement est indispensable. On le voit aussi aujourd'hui avec l'actualité répétée qu'on peut vivre au travers des cas qui se révèlent récemment. Et donc, c'est vraiment important d'avoir en tête cette notion de consentement qui est essentielle dans cette compréhension des enjeux liés aux violences et aux comportements sexuels et sexistes. Où en est-on concrètement en réalité dans les organisations? Donc, on est vraiment aussi sur un enjeu où parfois on pourrait se dire, voilà, ce sujet on le connaît, c'est des choses qu'on a bien intégrées chez nous, voilà, on ne vit pas ce genre de contexte. Et pourtant, en réalité, c'est un enjeu qui est encore très présent, comme je disais tout à l'heure, dans les environnements de travail et dans la société. Quelques chiffres pour illustrer ces enjeux. Donc, 23% des femmes ont vécu un écart de salaire important avec un collègue homme à poste égal ou à compétence égale. Donc, ça, c'est plus lié aux enjeux aussi d'impact des représentations et de parfois de comportements autour du sexisme en entreprise. Voilà, qui a une corrélation directe avec aussi les droits et l'égalité. Une femme manager sur 2 est victime de sexisme ordinaire en entreprise. Donc, c'est quand même finalement 50% des femmes managers qui témoignent qu'elles sont concernées par ces questions et que ça peut aussi avoir un impact sur leur évolution de carrière, leur bien-être au travail. Et donc, ça, ce sont les sources de la dernière enquête Stop Sexisme qui a été menée récemment. 77% des Français notent une différence de traitement femmes-hommes au travail, donc c'est quand même assez largement partagé. Donc on constate, on sait que ça existe. Maintenant, il faut essayer aussi de trouver les leviers et les moyens d'agir. Donc c'est ce qu'on va partager ensuite. Et une salariée sur 3 est insatisfait ou insatisfaite des actions de leur entreprise. Donc c'est important aussi de noter qu'il y a une attente par rapport à ça, que les entreprises ont une responsabilité, un rôle à jouer dont elles s'emparent. Là, on va avoir le cas aussi avec Anne-Laure qui va pouvoir nous partager ses actions concrètes et ses engagements. Et donc, on a des enjeux. On a une loi aussi qui impose aux organisations de prendre leurs responsabilités sur ces questions. Donc, on a déjà une obligation de non-discrimination au recrutement, hein, donc qui prend en compte les questions de représentation de genre dans l'organisation. Donc, dans les entreprises qui ont au moins 300 salariés et dans toutes les entreprises qui sont spécialisées dans le recrutement, les employés chargés du recrutement doivent recevoir une formation non-discrimination à l'embauche qui intègre aussi ces notions de genre, de sexisme, etc., au moins une fois tous les 5 ans. Bon, vous me direz, c'est pas très fréquent et on pourrait aller plus loin. On travaille aussi avec différentes on va dire associations et acteurs sur ces sujets pour engager aussi la discussion et faire un lobbying au niveau gouvernemental pour que les choses puissent évoluer et qu'on puisse former plus régulièrement. Mais c'est déjà des choses qui obligent les organisations à s'emparer de ces sujets. Il y a aussi un certain nombre d'obligations indirectes, donc l'obligation de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Donc ça, c'est une obligation générale de l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc ces questions aussi de prévention du sexisme, des violences sexuelles et sexistes sont incluses dans ces obligations. Il y a aussi une décision de la Cour de cassation de 2017 qui a considéré que l'employeur devait obligatoirement mettre en œuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement sexuel. Donc ça, c'est des choses aussi qui font que les organisations doivent aussi démontrer de façon très concrète les actions et les dispositifs existants sur ces questions. Et puis, la formation du référent harcèlement.
Donc avec ce code du travail qui a instauré depuis janvier 2019 l'obligation de désigner des référents harcèlement dans l'organisation en fonction de l'effectif de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi des choses qui se mettent en place et qui permettent d'avoir des dispositifs de remontée d'alerte qui sont plus utilisés, plus accompagnés et qui permettent vraiment de prévenir et en tout cas d'accompagner les remontées des personnes, soit témoins, soit victimes de harcèlement, notamment sur les questions du sexisme et des violences sexuelles. Quelques pratiques chez nos clients pour vous donner aussi des éléments qui, en moyenne, dans les 150 évaluations et accompagnements qu'on a pu faire auprès de nos clients, permettent d'avoir aussi des éléments d'éclairage qui sont vraiment concrets, là, à la fois en lien avec des process ou avec des ressentis, des témoignages de salariés dans les organisations. Donc, on vous a sorti 4 chiffres qui sont assez représentatifs. Des pratiques chez nos clients. Donc 41% des salariés qui sont interrogés viennent au dispositif, estiment avoir été suffisamment sensibilisés sur ces sujets. Donc on pourrait se dire que c'est pas mal, 41%, mais bon, il y a plus de 50% des personnes qui n'estiment pas avoir été suffisamment sensibilisées, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. 28% des employés qui ont été sensibilisés sur l'égalité femmes-hommes et sur les violences sexuelles et sexistes durant les 24 derniers mois. Donc ça, c'est vraiment comment les entreprises ont mis en place des dispositifs qui permettent de sensibiliser sur les 24 derniers mois leurs employés versus le ressenti des salariés. Donc 28%, ça laisse quand même une marge de progrès assez forte. 40% des salariés qui estiment avoir un risque moyen à élevé d'être victimes d'une discrimination liée au genre. Donc c'est aussi un chiffre qui n'est pas anodin. Et 36% des managers qui ont été formés en moyenne sur l'égalité femmes-hommes et sur les VSS dans les 24 derniers mois. Donc les managers, on sait qu'ils ont un rôle clé aussi dans le lien de proximité avec leurs équipes, dans aussi la capacité à identifier des enjeux autour de ces questions. Et c'est très important de pouvoir les accompagner, les outiller, parce qu'on peut aussi, sans volonté de nuire, se dire qu'on n'a pas forcément les moyens ou les bons leviers pour adresser ces enjeux qui peuvent être inconfortables. Et donc vraiment accompagner au maximum les managers, c'est très très important. Et bien sûr toutes les équipes dans l'organisation, du COMEX, du top management jusqu'à l'ensemble des employés. Les processus à mettre en place, mais je vais plutôt laisser la parole à Anne-Laure qui va vous expliquer aussi ce qui est fait concrètement dans son organisation. On a évidemment des notions que vous pouvez connaître sur l'engagement à mesurer. Évidemment, nous, Mixity, on est aussi dans cette volonté d'avoir des données tangibles, concrètes, qui permettent d'objectiver ces engagements, ces dispositifs, voir où est-ce qu'on a développé déjà des choses qui permettent de construire une vraie politique engagée sur ces questions et où est-ce qu'on peut encore progresser, où est-ce qu'on peut agir. Donc voilà, on a des outils de mesure, que ce soit des mesures sur les dispositifs existants ou bien des sondages. Former, on va en parler, former les équipes, c'est très important, c'est vraiment un engagement fort. On sait que ça mobilise des ressources, mais c'est nécessaire et c'est vraiment important de pouvoir le faire régulièrement et de façon adaptée aux différents publics. D'avoir des systèmes de remontée d'alerte, ça on en parlera aussi puisque Anne-Laure va pouvoir vous présenter des choses très concrètes et puis communiquer sur la tolérance zéro, communiquer sur les engagements partout, sur vos réseaux internes, sur vos espaces physiques partagés à tous les niveaux, parce que nous ce qu'on voit beaucoup dans les organisations, c'est il existe des dispositifs, il existe des actions de sensibilisation et pourtant dans les perceptions et dans les remontées des collaborateurs et des collaboratrices, on a l'impression qu'on ne sait pas comment faire pour adresser ces sujets, on ne sait pas où aller, on ne sait pas ce que fait notre organisation. Donc il y a souvent un décalage entre les dispositifs existants et la communication qui est faite. On a l'impression qu'on communique suffisamment, mais en fait c'est jamais assez. Et c'est important de s'assurer que tout le monde est bien informé, tout le monde connaît les engagements de l'organisation sur ces questions et tout le monde contribue avec les moyens qui sont mis à sa disposition. Je vais laisser la parole à Anne-Laure pour parler des processus qui sont mis en place sur ces questions au sein de la Caisse d'épargne Normandie.
Merci Sandrine. Alors effectivement, pour la Caisse d'Épargne Normandie, l'engagement, en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, c'est un engagement de longue date. Et finalement, la loi, est venue un peu, rattraper en termes d'obligations tout ce qu'on avait mis en place. À un moment, on s'est dit qu'on était quand même arrivé à un stade, alors on n'a jamais fini, hein, sur ce sujet, mais on avait quand même pas mal adressé, ce sujet d'égalité entre les hommes et les femmes et on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on veut faire de plus?» Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a rencontré, Mixity parce qu'on a ouvert sur deux champs. Le champ de la diversité et c'est notamment pour ça qu'on les a sollicités pour faire un diagnostic. C'est vraiment toujours la manière dont on procède, hein, commencer par le diagnostic et aussi sur l'égalité professionnelle, on s'est dit: «On va aller au-delà du champ strictement professionnel en adressant le sexisme, les violences sexuelles, mais aussi les violences conjugales qui peuvent, bien sûr intéresser la sphère personnelle, mais forcément, aujourd'hui, nos vies ne sont pas étanches, hein, entre le personnel et le professionnel. Donc, si je devais résumer, et c'est un peu ce que vous voyez sur le slide, moi, j'utiliserais 3 verbes: affirmer. Voilà, il faut affirmer qu'on est engagé sur ce sujet. C'est important, évidemment, c'est pas que ça, mais on commence par parler du sujet, par affirmer une position en tant qu'entreprise, nos dirigeants, nos managers. On affirme que le sexisme et les violences sexuelles n'ont pas leur place dans notre entreprise. Ensuite, on agit, évidemment, donc on met en place des plans d'action. Parfois, c'est, de la sensibilisation, on va y revenir un peu plus loin, de la formation, mais parfois une simple information peut avoir son importance parce que ça permet de diffuser et je rejoins Sandrine qui disait: «C'est jamais assez». C'est on a aujourd'hui, personne ne m'a jamais dit: «Oh là là, vous en parlez trop de ce sujet, on a toutes les informations, merci, on a fait le tour». Jamais et je rencontre encore tous les jours des collaborateurs, malgré le fait qu'on revienne chaque année, plusieurs fois par an, qui me disent: «Ah oui, mais ça, je ne savais pas, je n'étais pas au courant». Donc voilà, il faut agir, il faut y revenir. Et le troisième, c'est pas le mot que je préfère, mais ça passe par là, c'est sanctionner. C'est-à-dire que une fois qu'on a affirmé ces règles, qu'on met en place des actions, il faut aussi sanctionner, hem, plus ou moins durement, j'ai envie de dire, mais les comportements qui ne sont pas OK. Voilà, il y a des choses qui peut-être étaient acceptées il y a quelques années dans notre pays, dans nos entreprises, et qui aujourd'hui ne le sont plus. Il y a des choses qu'on peut faire dans sa vie personnelle, qu'on peut pas faire dans sa vie professionnelle et il y a des choses qu'on peut faire nulle part et qu'on n'a jamais pu faire et ça passe par là et il faut que nos collaborateurs sachent, c'est important pour nous que s'ils sont victimes, ils peuvent venir nous en parler et on va donner suite, on va les accompagner eux, mais on va aussi, dire à la personne qui a agi, hein, si les faits sont avérés que, carton jaune ou carton rouge parfois, hein, ça peut, voilà, ça peut aller jusque-là. Donc voilà, pour vous positionner tout ça. Donc évidemment, quand si je reprends, le fait d'affirmer, c'est, communiquer. Donc on voit des exemples de chiffres, qu'on est très fiers de communiquer sur, l'augmentation de la proportion de nos femmes cadres, l'augmentation de la proportion de femmes au comité de direction. Évidemment, ça passe par là, mais pas que, hein. La lutte contre le sexisme, c'est pas une affaire de femmes, c'est l'affaire de tous. Donc nos dirigeants, nos managers, nos collaborateurs se sont appropriés, ce message-là. On les a sensibilisés pour ça. Il faut leur expliquer. Vous avez commencé ce webinaire par ça. Il faut comprendre les différentes notions. C'est pas forcément facile à appréhender au début. Il faut comprendre, il faut affirmer, voilà, qu'on est dans cette démarche. On n'est pas parfait, hein, tous on peut avoir encore des stéréotypes. On peut parfois faire preuve de sexisme. Alors j'espère qu'on ne fait plus, ou personne autour ce webinaire ne fait preuve de harcèlement ou de violence sexuelle, mais le sexisme, ça peut aller très vite, hein. On l'a vu avec la question au début, les hommes ne savent pas faire 2 choses à la fois, ou les femmes sont trop sensibles, ou que sais-je encore. C'est des phrases qu'on entend encore beaucoup et qui pour autant véhiculent des images qui ne sont pas favorables, qui sont limitantes à la fois pour les hommes et pour les femmes et la lutte contre le sexisme, c'est évidemment la lutte contre tous, ces éléments-là. Et donc on continue nous de communiquer, ces éléments-là à nos collaborateurs, de les informer aussi, je le disais, sur les violences conjugales en mettant, en place, des différentes informations, des liens avec des associations, et cetera.
Oui, on voit que tout est lié. Effectivement, on pourrait se considérer que travailler sur les enjeux de sexisme dans l'organisation, c'est adresser un sujet de comportement qui voilà, va permettre d'évoluer aussi par rapport aux attendus de nos sociétés actuelles, mais pas que, parce que ça a un impact réel sur toute la politique égalité femmes-hommes et l'organisation de l'entreprise, et c'est directement corrélé aussi aux enjeux d'évolution de carrière, aux enjeux de représentation dans l'organisation, et ça contribue à une culture globale inclusive de l'organisation. Donc, si on prend pas ces enjeux suffisamment fortement et qu'on transforme pas la culture de l'organisation sur ces questions, on peut aussi avoir un impact direct sur une difficulté à fidéliser des talents féminins, à promouvoir à des postes clés des femmes, et ça a un vrai impact sur l'organisation globale de l'entreprise. Tout à fait. Donc, on peut peut-être continuer sur la formation, puisque la formation, c'est, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enjeu clé aussi pour adresser ces enjeux, ces sujets. Il y a plein de dispositifs et d'actions, et Anne-Laure va continuer de nous les partager, mais on voulait faire un focus sur la formation parce qu'on se rend compte encore, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, que la formation, et les chiffres que je vous ai partagés tout à l'heure le démontrent, n'est pas encore autant qu'on le souhaiterait déployé dans les organisations, alors qu'il existe de nombreuses solutions. Je vais vous partager celle que Mixity a déployée récemment sur ces sujets, mais on vous partagera aussi ensuite des dispositifs qui existent chez nos partenaires solutionneurs, et il existe plein de dispositifs dont vous pouvez vous saisir pour adresser ces sujets. Anne-Laure va aussi en présenter. Donc avec Mixity, on a développé un certain nombre de dispositifs concrets qui peuvent accompagner ces enjeux de formation, que ce soit de la formation, de la sensibilisation, sur des formats qui peuvent être différents, même si on encourage toujours les entreprises à privilégier aussi un temps long et du présentiel pour mettre en place des cas pratiques, pour mettre en place des échanges et avoir le temps de partager avec les personnes, les participants et les participantes, des notions qui sont parfois très sensibles, qui sont parfois aussi qui nécessitent d'expliquer, de prendre le temps aussi d'avoir des exemples, des cas pratiques, des démonstrations, des mises en situation concrètes, parce que le changement, ça ne se fait pas non plus si facilement. Et donc voilà, on est toujours dans cette volonté de privilégier le partage et les cas pratiques avec ses pairs. Mais il existe aussi des solutions qui permettent aussi d'adresser ces sujets sous format d'e-learning plus court, mais qui permettent déjà peut-être plus largement aussi de comprendre les notions principales et d'être sensibilisé avec des cas pratiques aussi qui peuvent se faire en ligne. Donc, on a développé un certain nombre d'e-learning sur ces questions. On a un atelier en présentiel ou en ligne qui s'appelle les chemins de l'inclusion, avec un volet sexisme qui permet de comprendre les notions, d'avoir un système de jeu où on s'approprie les enjeux en participant et en interagissant avec les différents participants, pour vraiment aussi avoir une méthode pédagogique qui permet, en jouant et en étant actif de l'atelier, d'intégrer plus facilement aussi des notions, de se remettre en question et de comprendre ses comportements et comment chacune, puisqu'on est tous concernés, comment on peut aussi agir sur ces questions et quelles sont les mécaniques à déjouer. Et puis ensuite, Mixity Scan, qui est récemment lancé par nos équipes, et qui est un outil d'auto-évaluation de ses biais, de ses compétences sur ces sujets de management ou de recrutement inclusif, avec un volet sur la question aussi évidemment du sexisme et de l'égalité femmes-hommes. Donc ça permet aussi d'orienter ces pratiques sur le volet des compétences, puisque aujourd'hui on attend des collaborateurs, des managers, d'avoir des compétences d'inclusion, d'ouverture à l'autre et aussi de non-discrimination. Et c'est important aussi d'être outillé efficacement pour adresser ces questions.
Je vais laisser la parole à Anne-Laure pour parler justement de comment ça se passe côté Caisse d'épargne Normandie sur la formation. Qu'est-ce que vous mettez en place de façon concrète? Alors, globalement, on a commencé plutôt par de l'information, je dirais. L'information, ça précède un petit peu la formation. On est venu et on fait encore régulièrement rappeler les notions. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est notamment 2 choses qu'on a faites. Alors la première, vous en voyez des extraits, c'est un guide. Un guide qui s'adresse aux collaborateurs et aux managers pour rappeler les différentes règles. Je le disais tout à l'heure, les notions, elles sont pas forcément évidentes pour tout le monde et donc on a pris le temps d'écrire noir sur blanc, les règles, qu'est-ce que le sexisme, quelles sont les différentes formes d'harcèlement sexuel, c'est les exemples que vous voyez, quels sont les comportements attendus et que doit-on faire quand on est, témoin d'une situation qui ne devrait pas avoir lieu. On a aussi, en termes d'information, vous voyez des affiches qui peuvent être humoristiques. Là, c'était le cas, c'est une affiche récente, mais ça permet, voilà, de venir rappeler ces notions assez régulièrement pour, que chacun, soit familier avec cela. Et ensuite, la formation, on l'a commencé finalement par une prise de conscience. C'était important pour nous au tout début, parce qu'on avait un peu des réactions, voilà, c'était il y a 3 ans quand on a commencé ça, un peu de: «Oui, mais moi je connais, je sais ce que c'est, ça me concerne pas» et cetera. Donc on s'est dit: «On va commencer par cette prise de conscience» et donc on a adressé un quiz, comme on l'a fait tout à l'heure, à chacun de nos collaborateurs. Pour que alors pour nous, ça nous a servi à avoir des chiffres un peu globaux, mais eux aussi, ils avaient un diagnostic finalement de leur situation. Est-ce qu'ils connaissaient, les stéréotypes de genre? Est-ce qu'ils en avaient? Ils connaissaient le sexisme, les violences sexuelles? Donc comment ils appréhendaient ces notions et aussi comment ils se comportaient, puisque eux, c'était des exemples de situations. Par exemple, vous êtes à une réunion, il y a que des hommes et on demande à la seule femme d'aller faire du café. Qu'est-ce que vous faites? Dans ces cas-là, comment vous analysez la situation? Donc, voilà, ça je vous dis, ça m'est resté un peu en mémoire parce que c'est quand même une situation qu'on a pu connaître, tout un chacun et en fait, on s'est rendu compte que les notions pouvaient être connues, mais par contre, les personnes n'osaient pas encore agir. Et donc, en fait, en faisant ce diagnostic, ça nous a permis de cibler un peu les formations qu'on voulait faire et notamment de mettre à disposition des e-learning. C'est vrai que c'est le format qui est le plus facile. Nous, on est 1800 collaborateurs sur l'ensemble de la Normandie. Donc ça, c'est un format qui est plutôt simple à mettre en place, assez léger aussi pour les collaborateurs. Ils vivent pas ça comme une contrainte. Ça peut même avoir un format ludique. Et par contre, c'est vraiment la répétition. On le dit souvent, hein, je crois, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de, tous les ans, refaire des formations qui sont assez courtes, mais qui permettent de rafraîchir les idées de tout le monde, de remettre certains sujets, de préciser des notions, parce que notre monde va très vite et on voit que voilà, l'actualité, hein, vous le disiez, nous rattrape parfois avec des sujets qu'on n'osait même pas imaginer il y a encore quelques temps. Et donc, ça permet voilà, de familiariser tout le monde avec ça. Donc moi, je dirais c'est vraiment ça notre clé. Alors bien sûr, pour certaines populations comme les recruteurs, on va avoir des formations qui vont être en présentiel, qui vont être plus poussées, mais je crois que c'est vraiment important de donner accès à tout le monde à cette information, à ces formations, parce qu'on est tous garants finalement d'une entreprise qui est libérée du sexisme et des violences sexuelles. On peut tous être témoins. Donc si on sait comment réagir, si on sait identifier les situations, on connaît les relais, dans l'entreprise pour prendre en main des situations, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à faire reculer, ces sujets de sexisme et de violence sexuelle. Donc moi, je dirais vraiment y revenir régulièrement, pouvoir encore plaisanter, c'est souvent quelque chose qu'on nous dit dans ces trucs: «Mais on peut plus rire à l'heure de nos jours». Si, on peut encore plaisanter sur plein de choses, mais il y a des limites qu'on ne peut pas franchir dans le cadre professionnel et donc on revient avec une touche d'humour, redire que non, il y a des choses qu'on ne peut plus dire, donc on ne dit plus aux hommes qui savent pas faire 2 choses en même temps, parce que c'est pas vrai en fait, pas plus vrai que les femmes. Hem, Même si, voilà, on a des représentations de sociétés qui peuvent différer un petit peu, mais voilà, on revient régulièrement avec ce point-là, pour monter en compétence tout le monde. C'est bien de le rappeler effectivement et c'est toujours difficile, de savoir, justement et on a aussi, des échanges dans le chat à ce sujet, de savoir à quel moment où est la limite, où est voilà, à quel moment est-ce qu'on,
Est-ce qu'on va sur une attitude qui n'est pas OK versus une attitude qui est OK? Et c'est vrai que les pratiques évoluent, le référentiel évolue et il faut vraiment l'intégrer, il faut vraiment s'en préoccuper, il faut vraiment regarder ça sérieusement. Pas en faire un sujet anodin ou un petit sujet qui ne paraît pas avoir d'impact. C'est important aujourd'hui d'intégrer et de comprendre toutes ces notions pour agir aussi personnellement en tant qu'allié et faire attention aussi à oui, effectivement, apprendre à désapprendre parfois des choses qui faisaient partie de nos référentiels et qui ne doivent plus le faire en fait. Et exactement, et Sandrine, vous me faites penser à une des surprises un petit peu de notre premier autodiagnostic. Quand on l'a fait, on avait les résultats par catégorie, donc par genre, les cadres, non-cadres, managers, etc. Et on s'est rendu compte que les personnes qui avaient un seuil de tolérance le plus élevé vis-à-vis de ces pratiques sexistes, c'était les femmes. Et notamment les femmes les plus âgées dans l'entreprise. Et donc c'est exactement cette idée de déconstruire. On s'est peut-être habitué parfois à des situations auxquelles on n'aurait pas dû s'habituer. Et en tout cas, aujourd'hui, on peut dire, ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a quelques années, ça se pratiquait comme ça. On peut le regretter. De toute façon, on refera pas le passé. Mais aujourd'hui, on décide d'aller de l'avant et de ne plus accepter. Alors, on peut le faire remarquer gentiment. On n'est pas obligé de se fâcher tout le temps, mais simplement parfois je crois que la plupart des paroles sexistes qu'on entend sont pas forcément mal intentionnées. Néanmoins, leur conséquence, elle est pas positive. Donc, le faire remarquer à une personne, à un homme qui vous dit parce que vous êtes une femme, bah alors tu rentres pas, il est tard, tu as des enfants qui t'attendent. Bon bah évidemment, il dit ça en fait de manière plutôt bienveillante à la base pour vous, mais au-delà de ça, est-ce qu'il dit pareil à votre collègue homme qui a aussi des enfants et qui a aussi probablement envie de les voir le soir? Donc le but, c'est de commencer à dire: «Mais en fait, non, moi je reste ce soir, mais j'ai une organisation personnelle, ne t'inquiète pas, c'est géré» et de comme ça pouvoir faire progresser et que chacun prenne conscience de ses biais. On en a tous, hein. Moi, la première fois que j'ai fait l'autodiagnostic, je peux l'avouer, c'était pas parfait, hein. Je peux vous dire que je me suis dit: «Bon, bah, il va falloir travailler d'abord sur moi. Ça va être, la première personne sur laquelle je vais travailler», mais voilà, on peut tous progresser et on identifie au fur et à mesure. Je pense que, voilà, probablement toutes les personnes qui sont là sont intéressées par le sujet et donc ont commencé à le travailler. Je suis sûre que vous vous êtes dit: «Ah oui, ça, par exemple, je l'ai entendu, je ne sais combien de fois. Avant, je réagissais pas, mais maintenant, non, je vais expliquer que on peut pas tenir ce genre de propos, on peut pas avoir ce genre de comportement et pourquoi?» Et comme ça, vous allez faire progresser, les personnes autour de vous, voilà, vers, une meilleure inclusion de tous, au travail. Et c'est une très belle illustration de la posture d'allié dans ces enjeux de diversité et inclusion où chacun, chacune peut agir effectivement en petit à petit, améliorant les pratiques sur ces sujets. Merci beaucoup Anne-Laure. Donc je parlais aussi tout à l'heure des outils de formation et de sensibilisation. Vous pouvez mobiliser en complément de ce qu'Anne-Laure a pu vous partager. Il existe aussi, on vous a fait une petite sélection pour être concret et pratique. L'idée, évidemment, il y a plein d'actions qui existent, plein de solutions. Et là, c'est pour vous donner quelques clés concrètes, parce qu'on aime bien aussi donner des solutions, apporter des solutions. Donc, on a des solutions qu'on aime beaucoup chez Mixity, comme par exemple ce que fait Réalité Academy avec des e-learning qui sont proposés en réalité virtuelle, qui permettent de se mettre en situation réelle avec un casque de réalité virtuelle où on va être acteur, actrice de scénarios autour de comportements, d'agissements qui vont permettre de comprendre avec ces vraies mises en situation l'impact de ces questions et comment déjouer ces situations. Il existe aussi le jeu des 1000 pas que vous avez peut-être testé, que vous connaissez peut-être, qui est un jeu de plateau parce qu'on aime bien aussi parfois trouver d'autres façons un peu plus ludiques de travailler sur ces questions qui sont pas toujours évidentes et de faire participer tout le monde autour d'un jeu de plateau qui est vraiment instructif, qui est amusant et qui permet
permet de sensibiliser aux biais de genre. Et donc, c'est un formidable outil pour le déployer largement dans les équipes. Je vous ai parlé tout à l'heure des chemins de l'inclusion. Donc, effectivement, c'est cet atelier aussi qui est sur la forme du jeu, qui permet de travailler au travers d'un parcours pour comprendre, déjouer les mécanismes sur ces sujets. Et puis, une formation, mais il en existe évidemment de nombreuses, mais qu'on aime beaucoup aussi, une formation sur les violences et le harcèlement sexiste et sexuel, qui est proposée par notre partenaire Purple Lab, et qui permet vraiment de travailler avec une approche aussi de recherche sur toutes ces notions autour des violences sexuelles et sexistes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'échanger avec nos solutionneurs qui proposent ces solutions. Des bonnes pratiques chez nos clients aussi, puisqu'on a aussi, au-delà de la parole à Anne-Laure qui a partagé aussi ses engagements, on a trois focus qu'on souhaite vous partager pour vous donner encore une fois des clés concrètes et pratiques de choses qui peuvent se mettre en place à différents niveaux. Donc on a un de nos clients, Ardis Group, qui est dans le numérique et qui a lancé récemment un vaste sondage auprès des femmes dans l'entreprise afin d'évaluer leur perception de l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise, et ce pour faire émerger justement les besoins de dispositifs et de formation sur ces questions. On a aussi Orange qui a déployé un large programme d'e-learning de sensibilisation obligatoire. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir aussi des entreprises qui commencent à déployer des formations ou des sensibilisations qui sont rendues obligatoires dans les parcours parfois d'onboarding, parfois voilà de développement des compétences des équipes. Et donc c'est un parcours de 45 minutes et qui est effectivement aussi déployé dans les onboarding, dans la phase d'arrivée des tout nouveaux collaborateurs ou collaboratrices. Et puis HSBC qui a construit des modules distincts de formation sur le sujet de l'égalité avec un gros focus sur les stéréotypes. Donc alors c'est intéressant de montrer cet exemple parce que il y a des parcours qui sont aussi adaptés en fonction des différents rôles des personnes dans l'organisation. Donc, il y a le rôle de sensibiliser l'ensemble des effectifs sur ces questions et de permettre aussi d'être alliés sur ces enjeux. Et puis, il y a le rôle aussi des managers, je disais tout à l'heure, qui est clé, où là, il y a un rôle aussi de s'assurer que ces pratiques répondent aux engagements de tolérance zéro des directions, des organisations. Et donc là, c'est des modules qui sont vraiment construits aussi selon les différents publics. Et ça permet d'accompagner un parcours autour de ces questions assez poussées. Je repasse le ballon à Anne-Laure pour partager une bonne pratique aussi, enfin des bonnes pratiques par rapport à en résumé sur ces enjeux. Oui, effectivement. Donc, si je devais résumer, donc voilà, si des entreprises souhaitent se lancer dans ce type de démarche, c'est vraiment de peut-être commencer par un diagnostic, savoir où vous en êtes, où en sont vos collaborateurs. Ça permet aussi d'orienter les formations, les actions de sensibilisation vers les sujets qui peuvent être les plus sensibles en fonction de vos secteurs d'activité, voilà, de votre proportion homme-femme dans vos effectifs, de votre moyenne d'âge, etc. Probablement qu'il y a des sujets qui vont être abordés différemment. Le deuxième point, c'est vraiment d'embarquer toutes les strates de l'entreprise. C'est pas un sujet RH, c'est pas un sujet que de dirigeants, c'est vraiment l'affaire de tous. Et donc, il faut prendre un peu de temps au début pour aller présenter le sujet à toutes les strates de l'entreprise. Voilà, comme si vous avez une organisation assez importante, et si vous êtes dans une plus petite organisation, tant mieux, ça permettra de toucher plus de monde rapidement, mais vraiment de faire prendre conscience que c'est l'affaire de tous. Et puis, donc on disait occuper l'espace de communication, c'est-à-dire c'est pas une fois pour toutes. On communique pas sur ce sujet une fois et après on considère que c'est acquis, on va pas revenir dessus. Non, vraiment, on le fait régulièrement parce que chacun a un cheminement personnel, une prise de conscience. Pour certains, c'est déjà clair. Pour d'autres, il faut encore déconstruire pas mal de choses et donc il faut vraiment y revenir régulièrement. Ça permet aussi
que vos collaborateurs identifient les personnes à qui s'adresser en cas de difficulté. Et voilà, vraiment, revenez-y autant que possible. Je crois que, en tout cas, tant mieux le jour où ce sera trop, où on aura fini dans ce domaine-là. Ben, je crois que voilà, on sera très content. On sera surtout content si on connaît un jour ce jour-là, parce que je suis pas sûre qu'il soit tout à fait près d'arriver. Voilà. Oui, et merci. Effectivement, on espère que tout ça va se régler. Et je ne veux pas terminer sur une touche négative, mais quand même, je veux rappeler que le Haut Conseil à l'égalité a sorti un rapport récemment justement sur le sexisme ordinaire, notamment dans la société, et que même chez les jeunes générations, c'est quelque chose qui perdure. Et qui se développe aussi, notamment avec l'usage des réseaux sociaux, notamment. Et donc, voilà, il faut continuer d'agir, il faut continuer d'être dans une approche soutenue et régulière pour accompagner ces enjeux, pour vraiment voilà, transformer, en tout cas au sein de l'entreprise, ces actions, puisque l'entreprise a un rôle à jouer. Important. Aujourd'hui, l'entreprise fédère beaucoup d'individus et en travaillant sur ces sujets aussi dans l'entreprise, on arrive à changer aussi peut-être avec notre part du colibri la société. Donc merci beaucoup pour ces partages. On vous a mis des éléments pour aller plus loin, donc vous pourrez aller consulter tous ces éléments sur le replay du webinaire. On a des questions dans le chat, donc je ne sais pas si... Carrément, on a pas mal de questions sur le chat. On a une question de Sophie qui dit que nous avons des collaborateurs avec des nationalités très différentes, environ 70 nationalités avec 800 personnes, et parfois les cultures sont différentes et les interprétations peuvent varier. Donc, que conseillez-vous pour sensibiliser et expliquer sous cet angle multiculturel? Je vous laisse... Alors, est-ce que vous avez un conseil ou une réponse? Alors c'est vrai que nous, on est normands, hein, donc on n'a pas mais parfois, on peut avoir quand même des différences d'approche. Moi, je dirais que le dialogue, ça me semble être la clé, c'est-à-dire d'expliquer, que chacun puisse présenter sa vision des choses. Effectivement, culturellement, il y a des zones du corps qui sont plus sexualisées que d'autres, par exemple, et ça passe par voilà l'expliquer, et donc ouvrir un espace de dialogue pour que chacun puisse présenter son ressenti, faire partager sa culture à l'autre, et ainsi pouvoir être plus respectueux, parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir des malentendus qui se font par simple maladresse et méconnaissance. Je pense que le dialogue me semble être la clé. Et puis, il y a aussi effectivement des dispositifs qui peuvent être mis en place avec une ligne, on va dire, de conduite globale au niveau du groupe, avec ces engagements clés de respect, de prise en compte du consentement, etc., de toutes les notions de non-discrimination, d'attitude inclusive et de comportement inclusif. Et puis également en complément local, des formations avec des cas pratiques concrets aussi sur certaines cultures et certaines, on va dire, approches de comportement qui peuvent varier d'une région à l'autre et dont il faut tenir compte, parce qu'effectivement, on peut pas fonctionner avec un dispositif ou des grandes directives qui ne tiennent pas compte du contexte local, de la culture aussi, de différentes régions qui peuvent être très différentes. Et si on veut que ça marche, il faut à la fois garder évidemment sa ligne de conduite globale avec ses grands principes, mais aussi donner des clés pour s'adapter concrètement à des contextes qui peuvent être spécifiques à des régions. Et donc là, faire des mises en situation et définir ce qui est possible ou pas possible face à telle situation, ça permet encore une fois d'être très clair sur la façon dont on outille les équipes en local sur ces dispositifs et sur ces questions. Top, merci. Vous avez répondu aussi à une question de la part de Yasmine, dit est-ce que les règles et les lois varient par pays, j'imagine, et quelles règles et lois? Donc, c'est à peu près la même chose. Il y a Clémentine qui voulait en savoir plus sur les autodiag et qu'est-ce que vous recommandez pour faire un autodiag au sein de son entreprise.
Alors, je sais pas si vous voulez. Oui, je peux vous répondre. En fait, il y a plusieurs outils sur le marché qui existent. C'était pour nous sous la forme d'un quiz, alors un petit peu plus long que celui qu'on a fait en début de session, hein, mais voilà, on va dire une vingtaine de questions peut-être pour pouvoir aborder les différents sujets et surtout les deux points, c'est-à-dire l'identification. La définition de toutes les notions, mais aussi comment réagir face à ça. Si je suis victime, si je suis témoin, donc avec les deux positionnements. Il faut vraiment, je pense, dans un premier temps que les réponses soient anonymes, c'est-à-dire que chaque collaborateur a son résultat. Vous avez la masse, mais vous n'avez pas évidemment qui a répondu, quelle réponse, parce qu'il faut créer la confiance là-dessus, et ça permet vraiment voilà de prendre conscience des points à travailler et des points qui sont acquis, hein, pourquoi pas, tant mieux, ça permet de cibler les formations, mais vous avez des outils sur le marché là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir dans ces diagnostics des éléments qui en même temps testent ses comportements, ses connaissances, ses biais, mais aussi donnent déjà des réponses, comme le disait Anne-Laure, sur comment mieux connaître les enjeux autour de ces questions et comment aussi réagir. Ça permet en même temps d'avoir des clés et d'agir déjà grâce à ces outils. Donc, c'est assez utile et efficace aussi pour commencer vraiment à individuellement comprendre et agir sur ces sujets. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas forcément une bonne réponse à ces quiz-là, mais il peut y avoir des éléments. Et par exemple, je vous ai partagé le cas de la réunion où c'est la seule femme présente qui fait le café. La solution, ça peut être, c'est pas la seule, de dire ben pourquoi est-ce qu'on ferait pas le café chacun notre tour désormais à cette réunion? Et comme ça, il y a pas de, c'est pas agressif vis-à-vis de qui que ce soit. Vous soulagez la personne qui est auto-désignée systématiquement pour le café. C'est chacun son tour. Et voilà, on sort du sujet. On est une femme, donc on fait le café. On est un homme, on peut pas faire le café. Chacun son tour, c'est très bien. Bon exemple. On a une question aussi. Est-ce que tu veux rajouter Non, c'est très bien. Il y a une question sur les formations. Est-ce que les formations sur ces sujets est obligatoire pour les collaborateurs? Non, c'est pas obligatoire. Pour tous les collaborateurs, après au niveau où on le fait, vous l'avez dit au début, il commence à y avoir des obligations, mais elles sont quand même assez légères, hein. N'attendez pas de remplir juste vos obligations, c'est dommage. Merci Albert. J'ai une autre question. Quand on parle du genre, quand vous parlez du genre, vous parlez que de la binarité homme-femme ou vous incluez également les personnes trans, intersexuées ou non-binaires? Bonne question. Effectivement, pour parler de Mixity, nous, on est évidemment dans une approche de l'inclusion globale, donc qui inclut toutes les diversités, donc y compris les diversités de genre et toutes les diversités liées à l'inclusion des personnes LGBTQIA+. Donc évidemment, ces notions sont abordées, alors soit parfois spécifiquement sur des besoins aussi d'aider les entreprises à structurer leur organisation et leur accompagnement sur ces questions de transition de genre ou d'identité de genre, ou bien aussi dans les différents outils ou des différentes formations qu'on déploie, on a toujours ces notions qui sont abordées dans l'ensemble de nos outils ou de nos formations, parce que pour nous, c'est un engagement aussi clé d'inclure à la fois la question de l'identité de genre, y compris sur ces sujets de représentation dans l'organisation. Parfait, merci. Donc, il y a une question de Mylène que vous avez presque répondu, mais je ne sais pas si à l'heure vous voulez ajouter ou témoigner de votre côté. Elle nous dit comment gérer les sujets lorsque nous sommes 100% en remote, en télétravail, et si on a des cas de sexisme dans certaines équipes, comment agir en tant que RH? Bah, je dirais effectivement un peu comme sur site. Alors c'est vrai que en télétravail, peut-être que certains comportements ne peuvent pas avoir lieu, mais par contre, effectivement, il y a des pratiques qui peuvent s'installer et peut-être le dialogue est moins facile. C'est-à-dire que, c'est moins facile
d'aborder une personne un peu après en off entre guillemets d'une réunion pour lui dire: «Bah, tiens là par exemple tu as dit ça, moi ça m'a un petit peu heurté, je t'explique pourquoi». Mais je pense qu'il faut, dans ce cas-là, provoquer un peu les choses et aller à la rencontre, des collaborateurs, même si ça reste virtuel. Notre rôle en tant que RH reste le même, hein. Top. Et j'ai une question pour vous, Anne-Laure. Il y a une personne qui fait, Franck Dufrien, pardon, qui dit Anne-Laure a parlé de répétition et de récurrence. Faut-il répéter le message avec la même forme Ou varier la forme, ouais. Exactement, ou varier la forme et ou accompagner sur le sujet une fois par an ou une création différente ou une reprise de la campagne précédente. Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je pense que varier les formes, c'est bien parce que ça permet d'éviter de se lasser, ne serait-ce que nous-mêmes, hein, qui portons les messages. Et puis forcément, on touche différentes personnes. Quand voilà, vous allez, certains vont être plus sensibles à un quiz, une affiche, un guide. Donc varier les supports et puis ils sont complémentaires de toute façon. Après, vous pouvez avoir une campagne récurrente à date ou vous pouvez vous servir de l'actualité. Bon voilà, soit malheureuse, soit on a souvent des journées de lutte contre ou des semaines pour. Ça rythme bien l'actualité, française donc ça permet de ressortir des sujets et de revenir dessus, voilà. Moi je varierai les formes parce que sinon vous allez lasser, certains en fait, sans qu'ils soient forcément, plus touchés. Il y a plein de façons de le faire, effectivement. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit outil qui s'appelle le violentomètre, qui permet qu'on peut afficher dans les cafétérias, sur les frigos ou autres, ou sur les murs, des espaces de convivialité qui permettent tout de suite de voir visuellement où on se situe, s'auto-évaluer sur ses pratiques, ses attitudes un peu aussi personnelles autour de ces questions. Il y a plein de petits outils comme ça qui peuvent varier, qui peuvent être partagés tout au long de l'année. Qui peuvent permettre aussi, dans certains endroits de convivialité, d'engager la discussion, de permettre aux personnes Des de... petits Voilà. jeux de cartes notamment, Sandrine, on a je sais pas si vous pensez à ça, mais nous on a des petits jeux de cartes, qu'on peut mettre effectivement dans un espace de convivialité et puis chacun s'en saisit, voilà, on lit des questions, on se prononce. «Ah ben moi je pense que c'est plutôt, du sexisme» et cetera, comme on l'a fait au début de cette session. Top, ça sera la dernière question du coup. Donc, d'après vos expériences, de ce que vous avez observé, comment réagit le CODIR ou la direction à ces sujets? Donc, la formation ou les sujets. Alors ça peut être très varié, hein, c'est-à-dire qu'évidemment vous avez, comme partout, dans les comités de direction, vous pouvez avoir des personnes qui sont encore réticentes à ces sujets. Pour autant, il ne faut pas lâcher. Alors évidemment, vous allez toujours avoir des alliés parce que la société est ainsi faite et nous, moi j'utilise toujours le terme «la politique des petits pas». Faut pas, faut pas se dire qu'on va tout régler tout de suite. C'est pas une action qui va tout régler, où vous allez tout de suite devenir, voilà, le porte-parole du sujet, mais vous faites un petit pas et puis ensuite un petit pas et encore un petit pas et vous allez voir tout le monde va suivre parce que de toute façon, c'est le sens dans lequel va notre société. Donc personne n'a intérêt à être, à contre-courant de ça et certains ont besoin de plus de temps. On peut le respecter à partir du moment où ça respecte la loi, bien sûr, mais voilà, faut pas hésiter à y revenir plusieurs fois, trouver vos alliés et vous allez pouvoir, lever les freins de ceux qui en ont encore un petit peu. Et en complément, oui, je partage complètement cette approche des petits pas parce qu'on sait que on est aussi sur des sujets de transformation et que la transformation, ça prend du temps, il y a des enjeux, voilà, il faut aussi composer avec pour arriver aussi à ces objectifs. Et avec Mixity, on travaille beaucoup aussi sur la sensibilisation des COMEX, des CODIR et du top management sur l'exemplarité. Effectivement, l'exemplarité, prendre la parole au niveau de la direction générale, porter les engagements, aussi passer des messages sur ces questions, ça a un impact extrêmement fort. Et donc, on partage souvent aussi justement avec les directions générales une étude qui montre que quand la direction générale s'engage, que ce soit sur ce sujet, mais sur tous les autres sujets liés à l'inclusion, à la diversité et à la responsabilité sociale, la performance sociale de l'entreprise est meilleure parce que, évidemment, si on a l'impulsion et le positionnement fort et la communication forte de la direction générale, les dispositifs sont déployés plus fortement, plus accompagnés, plus suivis.
et ça permet d'avoir tout de suite des résultats beaucoup plus importants et une performance sociale démultipliée. Donc, ces études montrent bien quand même que c'est important aussi pour la direction de l'organisation de prendre ses responsabilités et de s'engager en allié et avec une volonté aussi de montrer que ces sujets sont aussi stratégiques pour l'entreprise durable et responsable dans le temps. Merci Sandrine. Merci Anne-Laure. On arrive à la fin de notre webinaire. Merci pour ces informations précieuses et je tiens à vous informer que nous allons vous adresser le replay de cette session dans les prochains jours. Un mot de clôture. Merci, j'étais vraiment ravie de co-animer cette session avec Anne-Laure et j'espère que les différents partages que vous aurez pu avoir ce matin dans cette session vous permettront de commencer à vous mettre au travail et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On pourra aussi transmettre à Anne-Laure si besoin d'éclairer certaines notions partagées ce matin. Merci beaucoup pour votre invitation et merci à tous pour votre écoute. Merci. Merci. Donc, si vous souhaitez davantage d'informations sur nos formations, si vous souhaitez échanger sur vos enjeux diversité et inclusion, vous pouvez nous contacter sur contact@mixcity.co. Merci et à très bientôt dans notre prochain webinaire. À bientôt, merci. Au revoir.